Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mangeur de livres, le podcast qui étudie tous les livres et toute la littérature du monde entier. Alors, je reviens un petit peu en force là dans le monde du podcast. Je m'étais arrêté un petit peu et je vous en ai fait un hier et je vous en fais un encore aujourd'hui, histoire de vous en mettre plein les oreilles et histoire de vous rassasier. Alors hier on était dans un livre sérieux et plutôt pessimiste. Et aujourd'hui, on va faire une petite friandise, un petit bonbon, une petite pastille. C'est un livre qui s'appelle Les Mangeurs de Morts. Alors quand on entend le titre, on n'a pas l'impression que c'est une petite friandise. Mais en fait, c'est un super bouquin. Les Mangeurs de Morts, ça a été écrit par un écrivain, bien sûr, qui est mort aujourd'hui, qui s'appelle Michael Crichton. Michael Crichton pour les Français, ou Crichton même. Et vous le connaissez sûrement, Michael Crichton, parce qu'il a été célèbre pour avoir écrit Jurassic Park, par exemple, qui a été adapté par Spielberg. C'est lui aussi qui a euh, créé la série Urgence, toujours avec Spielberg. Euh, il a été aussi réalisateur, il a écrit et réalisé Westworld, le film avec Yul Brynner, qui a ensuite été adapté par les frères Nolan là, sur HBO, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il a eu 1000 vies, c'était un médecin à la base, c'était un médecin assez bon en plus apparemment. Et il a commencé à écrire pendant ses études pour justement ne pas avoir à faire plein de petits boulots et avoir en fait un niveau de vie euh, correct parce que les études de médecine aux États-Unis elles sont super chères. Et il s'est dit que c'était comme ça qu'il allait pouvoir payer ses études et survivre jusqu'à l'obtention de son diplôme. Mais le fait est que en fait il a eu du succès très vite et il a toujours mené de front les deux carrières, en tout cas pendant assez longtemps. À tel point qu'à un moment donné, il a eu un prix pour un de ses bouquins, on va dire, je sais pas, peut-être 10 ou 15 ans après ses débuts, et il n'a pas voulu aller le chercher parce que sinon il s'est dit que justement ses collègues médecins et ses patients allaient savoir que c'était lui qui écrivait, parce qu'au début il utilisait des pseudonymes, mais ensuite il a eu une carrière tellement florissante et tellement successful que finalement il se fait connaître quoi. Donc ça sert à rien d'aller plus loin dans le tableau de Michael Crichton, hein, il y a Wikipédia pour ça. Et en fait, moi, j'ai connu Michael Crichton, alors pas du tout, ni pour Le Monde Perdu, ni pour Urgence, ni pour Westworld, ni pour la plupart des... Parce qu'il y a plein de livres aussi qui ont été adaptés, hein. Il y a Congo, il y a Sphère, il y a Prisonnier du Temps, il y a La Station Andromède, je crois, qui était un de ses premiers livres de science-fiction. Parce qu'il était super intéressé par tout ce qui était technologie, j'allais dire du futur, mais c'est un des premiers justement à s'être intéressé aux nanotechnologies, au clonage. On dit que c'est le père du cyber-thriller. C'est possible. En tout cas, moi, je suis tombé dessus totalement par hasard, dans ma prime jeunesse, ça fait bien longtemps. Et, je galérais dans les bouquineries de fantasy, c'était l'époque où j'étais à fond dedans et j'essayais de découvrir plein de textes intéressants. Et j'aimais bien la collection Pocket en fait, parce qu'à l'époque ils avaient tout le monde, ils avaient du Moorcock, ils avaient du Libraket, ils avaient tout ce qui était imaginable. Et un jour je tombe sur ce titre, Les Mangeurs de Morts. Et ouais, je me dis mais c'est quoi ce titre de fou, Les Mangeurs de Morts? Je tourne et sur le quatrième de couverture, et je vois que c'est un ambassadeur arabe de l'époque abbasside qui se retrouve d'abord chez les Bulgares et ensuite enlevé par des Vikings et qui se retrouve à se taper contre des êtres semi-mythiques ou mythologiques. Donc moi déjà, c'était bon, il y avait tout dedans. Il y avait le monde des steppes, il y avait l'Empire musulman à son âge d'or, il y avait les Vikings, et en plus il y avait du fantastique. Donc moi je l'ai pris tout de suite, tout de suite, et je l'ai dévoré. Justement, là, les mangeurs de morts, je l'ai mangé d'un coup, d'une traite, et ça m'avait fasciné. Et ce qui m'a encore plus fasciné, c'est à la fin, en fait, à la fin du bouquin. C'est un petit bouquin, hein, il fait à peu près 150 pages. Et il y a une petite note de Crichton qui nous dit qu'en réalité, ce livre lui a été inspiré par les écrits d'un voyageur arabe qui s'appelle bien Ibn Fadlan, qui a bien existé au Xe siècle et qui a bien été envoyé chez les Bulgares de la Volga. Parce que les Bulgares, à la base, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bulgarie, ce peuple steppique là, qui a conquis la Bulgarie à une époque, en fait, son origine, c'est comme souvent les steppes d'Asie, de Sibérie centrale, là, et il était pas loin de l'Oural. Et en fait, donc les Bulgares ils sont originaires de là-bas. Et ils sont divisés en deux groupes. Un qui est resté sur ses terres d'origine et un qui a migré vers la Bulgarie.
Donc à l'époque, il n'y avait pas encore eu cette migration, et donc il avait été envoyé en ambassadeur dans le nord comme ça. Mais en fait, c'est une punition, hein, c'est comme dans le livre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, ce livre, comme bon nombre des livres de Crichton, a été adapté, pardon, sous le titre du 13e guerrier, un film de John McTiernan, hein, celui qui a fait les films célèbres comme Predator, Piège de cristal, Une journée en enfer. En tout cas, c'était pendant longtemps le roi du blockbuster américain, du film d'action américain. Et en fait, comme Crichton était scénariste et producteur sur le film, ça a été un peu un enfer pour lui parce que finalement il s'est barré, McTiernan, et c'est Crichton qui l'a monté. C'est pour ça que ça a toujours été un film un peu étrange. On sait qu'il y a 40 minutes qui manquent. Et apparemment, c'est quand même des scènes importantes, des scènes d'exposition au début, justement, à Bagdad, et ensuite euh, des scènes à travers ses voyages. Bon, enfin bref, c'est une parenthèse, ça. Pour ceux qui veulent le voir, en tout cas, c'est Le 13e guerrier avec Antonio Banderas. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon film. Donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, Ibn Fadlan. Ibn Fadlan, donc, avait été envoyé en ambassade en Bulgarie, enfin pas en Bulgarie, dans les monts Oural. Et apparemment parce qu'il avait eu quelques petits déboires en allant courtiser des femmes qui n'étaient pas les siennes. Et donc en tout cas ce qui est fabuleux, c'est que cet Ibn Fadlan a vraiment existé, a vraiment écrit une chronique de son voyage à son retour. Et c'est disponible en plus en France, c'est disponible dans un volume de la Pléiade qui s'appelle Voyageurs arabes. Alors il est aux côtés de voyageurs arabes célèbres, hein, comme Ibn Battuta. Donc moi ensuite, après avoir lu ce livre, je me suis précipité sur ce bouquin de la Pléiade, et j'ai dévoré à nouveau la vraie histoire d'Ibn Fadlan. Mais on en reviendra plus tard. Donc, ce livre, Les Mangeurs de Morts, ça raconte quoi donc? L'histoire de notre ami Ibn, comme les Vikings vont l'appeler, qui déjà n'est pas très content de se retrouver ambassadeur en, en Russie, quoi, et qui se retrouve pour lui dans un peuple, chez un peuple de barbares, parce que lui, il vit quand même à l'âge d'or de l'Empire musulman, au moment de la cour des Abbassides, le Xe siècle, c'est considéré par tous les historiens comme vraiment le pic de la civilisation islamique, où il y avait tout, quoi. Il y avait en même temps les arts, les lettres, il y avait ce qu'on appelait la maison de la sagesse à Bagdad, qui était la grande bibliothèque, parce que le calife de l'époque avait décidé d'essayer de trouver toutes les sciences disponibles à l'époque dans toutes les langues possibles, et ils avaient appelé ça la maison de la sagesse. C'est le moment où ils ont découvert les philosophes grecs, où ils ont découvert les savants indiens, chinois. En fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont servi de passeurs pour le monde occidental ensuite. Et pas que ça, il y avait aussi bien sûr le raffinement de la culture arabo-musulmane déjà de l'époque, où c'était des grands guerriers, c'était un modèle architectural inédit. Par exemple, Bagdad, c'était une ville qu'ils avaient créée ex nihilo. Donc, tout ça pour dire que c'était un petit noblion, notre ami Ibn Fadlan, là, qui était un courtisan, en gros, qui vivait à la cour de Bagdad, donc déjà c'était pas mal. Et donc, vu qu'il était indélicat avec certaines femmes de nobles, je pense pas que ce soit une femme de calife, parce que là il serait mort, mais en tout cas, on l'a pas tué, on a été gentil avec lui, mais on l'a éloigné le plus loin possible de Bagdad. Donc pour un courtisan de cette époque, se retrouver dans les steppes russes, c'est vraiment presque une mort sociale en tout cas. Et au début, dans ses écrits, donc on voit bien, comme dans le livre et comme dans le film, qu'il est complètement ahuri par le décalage en fait, le décalage entre la vie à Bagdad et la vie en Russie, au bord de la Volga là, et avec des peuplades qui sont tout juste sortis pour lui, j'allais pas dire de l'âge de pierre, mais en tout cas au niveau de l'hygiène par exemple, il est décrit de manière hallucinée, quoi. Il se dit, mais pas... Par exemple dans le film, il y a une scène qui est devenue célèbre où le matin ils se réveillent tous et il se passe un plat rempli d'eau pour faire leurs ablutions du matin, quoi, leur toilette, et à chaque fois ils se vident le nez dedans, ils crachent dedans, et donc le premier il a de l'eau pure, mais quand on arrive au deuxième, au troisième, au dixième, c'est de l'eau pleine de flegme humain, quoi. Et lui il arrive à la fin, donc il devient fou, il se dit mais ça va pas, je vais pas me laver la figure avec ça. Donc c'est un choc culturel. Mais en fait ce qui est intéressant, c'est que justement, vu que donc il est là en ambassade soi-disant pour essayer de nouer des contacts avec ces peuples qui... Parce qu'à l'époque, l'Empire musulman s'était étendu
dans toutes les directions. À l'est, il était à la frontière de la Chine, il avait conquis ce qui est l'Asie centrale aujourd'hui, tous les pays en ce temps, là, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Tadjikistan et compagnie. À l'ouest, vous savez très bien qu'il avait atteint l'Espagne. Au sud, il était aux portes du Soudan et de l'Éthiopie. Il commençait dans l'océan Indien à toucher ce qu'allait devenir les Seychelles, et puis plus loin l'Indonésie, etc. Il y avait quelques sultanats qui commençaient à se créer. Et en ce qui concerne justement le monde stépique, là, le monde de la Russie, en réalité à cette époque-là, il y avait un empire qu'on appelait l'empire khazar. Et pareil, c'était à la base, c'était des peuplades d'origine turque, des nomades qui avaient réussi à construire au début un royaume, puis ensuite un véritable empire. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que les deux empires qui étaient concurrents des leurs, c'était l'empire musulman et l'empire byzantin, qui était chrétien. Et ils s'étaient dit qu'ils devaient adopter une religion monothéiste aussi, pour pouvoir être à l'égal des deux autres empires. Donc ils avaient hésité longtemps, et entre guillemets, comme les deux autres religions étaient prises, ils avaient décidé de se convertir au judaïsme. Et ça, c'est une vraie histoire. Hein. Moi, quand j'ai découvert l'histoire des Khazars, je suis devenu fou. Il y a un petit livre d'Arthur Koestler qui s'appelle La 13e tribu, encore une fois 13e, mais qui parle justement de la fondation de cet empire et qui est fantastique. Je vous le conseille, et un jour je ferai un podcast dessus. Donc en fait, à un moment donné, les Khazars, là même la mer Caspienne, on l'appelait la mer des Khazars tellement ils avaient pris de l'importance. Et comme c'était comme tous les peuples nomades, ils avaient une grande tolérance religieuse. Et en fait, ils étaient voisins donc de l'empire musulman. Et d'ailleurs, il y a eu un moment où un des califes abbassides a conquis l'empire khazar. Mais comme il avait des problèmes internes, il a juste demandé en fait une allégeance de l'empereur de l'époque et est reparti. Donc en réalité, ils ont gardé quasiment leur indépendance. Et le truc, c'est que, comme à l'époque les guerriers musulmans étaient célèbres et redoutés, l'armée en réalité de l'Empire était constituée exclusivement de guerriers musulmans. Ils avaient leur quartier dans la capitale, ils avaient leur mosquée, ils avaient leur façon de vivre, et, entre guillemets, ils se louaient ou ils se vendaient à l'empereur. Et pareil pour ce qui concerne les Vikings, puisque ensuite notre ami Ibn va se faire kidnapper par des Vikings. À un moment donné, vous savez, les Vikings c'est pareil, c'était des explorateurs et ils allaient dans tous les sens. Les Norvégiens, ils ont conquis l'Écosse, les Féroé, l'Islande et le Groenland. Les Danois, c'était plus l'Angleterre, la France et compagnie. Et les Suédois, c'est ce qu'on appelait les Varegs, ils sont partis vers l'Est. C'est eux donc qui ont donné le nom à la Russie, c'était les Rousses. Les Ross, c'est eux qui ont conquis Kiev et compagnie, et justement ils remontaient les grands fleuves, le Don, le Dniepr, la Volga. Et à un moment donné, ils sont arrivés aux frontières de l'Empire khazar, et comme ils avaient eu peur, les Khazars, ils les avaient laissés passer pour qu'ils puissent pénétrer dans l'Empire musulman. Ils avaient fait une razzia, ils avaient tué plein de gens. Et quand justement l'armée musulmane qui servait l'empereur khazar est revenue parce qu'ils étaient partis en opération dans un autre coin de l'Empire, ça a failli détruire l'Empire parce que les généraux musulmans ont dit là t'as failli à ta parole, donc soit tu nous laisses aller les découper, soit on te découpe toi. Donc finalement l'empereur s'est ravisé, il a annulé l'alliance qu'il avait avec les Vikings, il a laissé les musulmans aller les châtier, ils se sont fait découper sur la Caspienne. Et finalement ça a recréé un équilibre des forces dans ce monde-là. Pourquoi je vous dis ça par rapport aux Vikings? Ça veut dire qu'en réalité ce monde-là des steppes au-dessus du Caucase, où il y avait d'un côté l'Empire khazar, d'un côté l'Empire musulman, d'un côté les nomades bulgares, là, c'était à un moment donné un nœud diplomatique et militaire pour tous ces empires, justement. Et c'est pour ça que Ibn Fadlan est envoyé dans cette région. Parce qu'apparemment, il y avait des conversions aussi au sein des peuplades nomades, qu'elles soient turques, mongoles, toungous, etc. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que tous ces pays en ce temps-là ont une forte population musulmane. Ça date de cette époque-là. Donc à cette époque-là, quand Ibn Fadlan arrive là, il y a aussi cet intérêt-là de pouvoir fédérer des tribus stépiques et de les convertir à l'islam de sorte à ce qu'elles servent de tampon en fait entre le monde russo-stépique et l'Empire. Donc voilà pour un peu le cadre historique. Mais ce qui nous intéresse dans le livre, c'est que très vite, Ibn Fadlan est capturé par cette troupe de Vikings et fait le voyage jusqu'en Scandinavie, dans un royaume inventé que Crichton appelle le royaume de Hrodgar ou de Lodgar, ça dépend. Et quand en fait ils reviennent au pays, les Vikings avec Ibn, ils se rendent compte qu'il y a une espèce de peuplade
Alors on sait pas trop, on sait pas si c'est des hommes préhistoriques, on sait pas si c'est des espèces d'elfes ou de trolls, en tout cas qui attaquent le village et qui font des victimes. Et donc tout le sel du livre, ça va être ce combat contre ces forces obscures dont on ne connaît rien. Et donc pour moi c'était fantastique. Il y avait des Vikings, il y avait des chevaliers arabes, il y avait des Bulgares et il y avait en plus des peuples fantastiques à combattre. Et donc c'est tout ce qui fait le sel de ce petit texte, et en même temps le respect qui commence à se créer entre les guerriers vikings et Ibn Fadlan qui se révèle être un guerrier tout à fait honorable et qui en fait au bout d'un moment est adopté par la troupe de vikings et combat avec eux jusqu'au bout. Et moi je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait complètement transporté comme livre, et j'avais trouvé l'angle d'approche et j'avais trouvé la manière le style qu'utilisait Crichton, parce que pareil, hein, c'est pas de la grande littérature, mais c'est de la vraie littérature d'aventure. Donc, c'est des paysans, et en plus, pour moi à l'époque, il y avait vraiment tout ce que j'aimais. En même temps, des détails historiques, en même temps, des peuples qui me plaisaient, parce que c'était le moment où, pareil, j'ai commencé à étudier l'histoire de tous ces coins-là, et en même temps, de la fantaisie, quoi, parce qu'on savait pas qui étaient ces ennemis mythiques. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que dans les notes, justement, après le roman, bah, Crichton, bon là je pense qu'en fait c'était juste pour se faire mousser, pour nous faire croire que il y avait vraiment des êtres mythiques qui avaient existé jusqu'au Xe siècle. Mais pareil, une fois qu'il a expliqué qui était Ibn Fadlan, il nous dit qu'il y a eu des témoignages sur des êtres qui étaient possiblement encore les derniers néandertaliens qui s'étaient réfugiés à l'extrême nord de l'Europe et que c'était peut-être ces gens-là dont parlait Ibn Fadlan dans son ouvrage. Et bon, à l'époque j'étais jeune et j'y croyais quoi, et ça m'avait rendu fou encore plus. Et par contre, c'est vrai, quand on lit le, le voyage réel d'Ibn Fadlan, bah, quand il se retrouve là-bas avec les Vikings, il se demande en fait ce qui se passe vraiment. Il se demande à qui il a affaire, et ça laisse une atmosphère comme ça un petit peu fantastique, comme dans le livre de Crichton. Donc en tout cas, euh, moi je vous avoue qu'après j'ai jamais lu du Crichton, ni Jurassic Park, ni Sphère, ni Congo, ni, parce que bah, j'avais vu ces films au cinéma et ça m'intéressait pas trop en fait. Bon, j'avoue que Jurassic Park c'était. Maintenant ça nous paraît banal, mais à l'époque c'était vrai que c'était une idée de génie, hein, de l'ADN là, et d'en faire un parc. Moi j'avais aimé les films hein, à l'époque quand ils étaient sortis. Mais c'est le seul livre de Crichton que j'ai lu parce que c'est le seul qui a une dimension un peu fantastique ou fantasy. Et je l'ai relu des années après pour voir si, je crois à l'époque du film justement, pour voir s'il tenait encore la route. Et franchement, c'était toujours aussi bon. C'est pour ça que là, je m'étais dit, ce matin, là, en farfouillant dans ma bibliothèque, je l'ai vu, je me suis dit, bah tiens, ce serait le livre parfait pour une petite pastille. Et hier, j'ai fait un podcast de plus d'une heure. Là, un podcast d'une vingtaine de minutes sur Michael Crichton, c'est parfait. Donc voilà, c'était un petit bonbon vraiment. Pour ceux qui connaissent pas Crichton, ou pour ceux qui le connaissent pour d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec ce genre, ou pour ceux peut-être qui avaient vu le film et qui savaient pas que c'était tiré d'un livre, ou pour ceux qui avaient vu le film en sachant que c'était tiré d'un livre, mais qui savaient pas que le livre en question était tiré d'un autre livre, une relation de voyage d'un homme qui avait vraiment existé. Hein, c'est comme des poupées russes, là, c'est le cas de le dire. Euh, bah voilà, je me suis dit j'allais vous divulguer euh, cette information au sujet des mangeurs de morts. Et pareil, ça s'appelle le 13e guerrier parce qu'à l'époque les producteurs s'étaient dit on va pas appeler un film les mangeurs de morts, c'est pas possible. Moi j'ai toujours préféré les mangeurs de morts comme titre parce que c'est ça qui a accroché en fait quand on se baladait dans les rayons presse pocket argentés de l'époque. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le manger ce livre, de le dévorer et de pas manger les morts. Et si ça vous a plu, encore une fois, je vous demande de faire connaître ce podcast, de le partager, de mettre des étoiles, de mettre des points, pas des points, des pouces, et de faire en sorte qu'il soit un peu plus connu. J'aimerais bien que ce podcast sorte des limbes. Donc voilà, ce fut un plaisir, encore une fois, de parler d'un livre avec vous. A bientôt les mangeurs de livres, et régalez-vous avec les mangeurs de morts.